Hello, hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Awakening Stories. Aujourd'hui, on va accueillir Émilie qui va nous partager son voyage autour de la spiritualité, ses éveils spirituels également et toutes ses expériences avec le chamanisme et les plantes médecine ou médicinales. C'est un épisode très riche avec beaucoup de partage et j'ai vraiment hâte de vous le partager. Donc, je vais juste vous conseiller peut-être de vous asseoir confortablement ou d'aller faire une petite balade, de prendre une boisson chaude euh, et de profiter de cet épisode, de vraiment vous connecter peut-être, de vous ancrer dans la nature en même temps. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Mais on parle beaucoup du coup de la connexion à la nature, donc ça pourrait être un bon exercice d'ancrage que d'écouter ce podcast les pieds dans l'herbe ou dans le sable et d'être en contact avec la nature. Je pense que ça pourrait être très bénéfique. Dans tous les cas, je vous laisse écouter ça. Alors, Émilie, ravie que tu sois parmi nous aujourd'hui et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais te demander ce que c'est pour toi la spiritualité. Alors, j'ai pensé à cette question, et c'est pas, enfin, ça fait longtemps que je pense à cette question, et je pense que c'est une réponse qui est très difficile et Ouais. qui est, pour moi, assez propre à chacun et chacune. Qu'il y a autant de spiritualité que de personnes. Et je dirais que pour moi, la spiritualité, c'est ce qui va venir nourrir notre âme, ou ce Mhm. qui va venir nourrir quelque chose en nous qui n'est pas dans ce qu'on va apprendre à l'école ou par nos parents ou par, enfin si, ça peut être bien sûr amené par les Mhm. parents, par la culture, mais je pense que ça va encore plus loin que ça. Et voilà, c'est pas ce qu'on va lire dans les livres et c'est pas ce qu'on va manger, c'est pas ce qu'on va voir à la télé. Ça va vraiment venir plus profond en nous, quelque chose qui sera connecté avec notre cœur et ouais, voilà, ça va être, tout ce qui va nous apporter quelque chose d'impalpable, et Ouais, justement, pour moi, on va avoir du mal à mettre des mots dessus parce que ça va au-delà des concepts, qu'on connaît. c'est vrai. Je J'aime pense beaucoup ta que définition. en tout cas, c'est comme ça que je le définirais pour moi. Comme je suis encore dans ce voyage de découvrir ma propre spiritualité, aujourd'hui, c'est là où j'en suis. Et quelles ont été les étapes importantes et marquantes pour toi de ce voyage pour découvrir ta spiritualité et en fait, c'est quoi ce voyage pour toi aussi? C'est une question un peu double, mais Alors c'est drôle parce que, enfin, quand je parle de voyage, tu sais que je voyage ouais. beaucoup et beaucoup d'étapes ont eu lieu, dans d'autres pays, enfin, lors de mes voyages. Hem et en fait, je sais pas, quand j'y pense, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu quelque chose en moi, une curiosité pour quelque chose qui aurait été à l'extérieur, quelque chose que je ne comprenais pas, quelque chose qui m'appelait. Donc une partie de ma famille, du côté de ma maman, on est originaire de Bretagne, Mmh. hem, plus particulièrement dans les monts d'Arrée et c'est vraiment les terres de légende, la forêt de Welvoit, c'est un petit peu, ils disent c'est ça pourrait être Brocéliande, et quand j'étais vraiment petite, j'avais une curiosité et pas une obsession, mais en tout cas, j'adorais tout ce qui était les histoires autour des Korrigans, qui sont, des petits, lutins, en Bretagne, et au final, c'est un petit peu les esprits de la forêt. Et enfin, j'aimais déjà tout ça, les légendes avec les fées, les sorcières et un petit peu tout le fantastique et paranormal qu'on pouvait Ouais. trouver, voilà, les contes et légendes de Bretagne. Je pense que ça a été mon 1er attrait vers quelque chose qui dépasse le terre à terre quotidien. Et puis, et puis de là, je me suis intéressée plus aussi petit à petit à la sorcellerie. En fait, j'ai cheminé quand j'étais enfant, je pensais que j'étais une sorcière, je faisais des potions magiques avec, de la boue, de la terre et des plantes de mon jardin. Enfin, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à ces choses-là très jeune et sans me poser de questions de pourquoi. Ça faisait partie de moi et par exemple, quand j'étais, je sais pas quel âge je devais avoir, autour d'une 10-12 ans, on va dire. Mmh. Je faisais déjà des rituels à la pleine lune Trop et cool. et je sais même pas vraiment d'où ça me venait, hein. Vraiment,
Et en fait, j'ai un souvenir d'une fois, donc moi j'habite dans le sud de la France, pas très loin de Saint-Tropez, et on devait aller avec ma maman et ma grande sœur passer la journée le lendemain pour le week-end à Saint-Tropez. Et c'était le lendemain de la pleine lune. Et du coup, donc la veille au soir, je me suis fait un petit rituel de pleine lune. Et bon, je n'avais pas des choses très spécifiques dans ma tête. Je voulais juste, enfin, j'ai fait un rituel et j'ai demandé qu'il m'arrive quelque chose d'extraordinaire le lendemain. Euh, et puis, donc le lendemain, on a été à Saint-Tropez. Et c'est bête hein, comme histoire, mais de très terre à terre. On a été à Saint-Tropez et il se trouvait que il y avait à ce moment-là un festival du téléfilm. Et au détour d'une rue, on s'est retrouvés nez à nez avec un acteur australien dont j'étais fan, Mmh. qui jouait dans une série Art les cœurs à vif, pour les gens qui peuvent connaître. Et en fait, pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Enfin Mmh. voilà, je viens d'une petite ville du sud de la France. Je vais juste passer la journée à Saint-Tropez avec ma maman et ma sœur, comme des choses qu'on pouvait faire de temps en temps. Et puis la veille, je fais un petit rituel pour demander qu'il m'arrive un truc d'extraordinaire. Et le lendemain, je me retrouve nez à nez avec l'idole, enfin, un poster dans ma chambre, un Australien qui est là pour un festival. Enfin, c'était ce Les genre de choses. probabilités sont pas très hautes pour que ça arrive. Exactement. Et en fait, donc plein de petites choses comme ça, euh, auxquelles je réfléchissais pas vraiment, qui étaient naturelles chez moi. Ensuite, même jusqu'au collège, j'avais un peu des copines avec qui on allait faire de la sorcellerie dans la forêt, mais c'était sans se poser de questions. Et puis voilà, la vie passe, on grandit et on nous apprend un petit peu que toutes ces choses, c'est des choses d'enfants, qu'il faut arrêter d'y croire. Et donc, j'ai un petit peu mis tout ça concrètement, vraiment, dans une boîte, sous mon lit, chez mes parents. J'ai encore la boîte. On a une caisse avec tous mes livres, mes bougies. Et puis, euh, et puis voilà, la vie a repris son cours. Et j'ai arrêté de penser ou de croire à tout ça jusqu'à ce que le yoga arrive dans ma vie Mmh. autour d'une vingtaine d'années. Et là, euh, et là, bah, j'ai recommencé à m'intéresser, mais en fait, non, ça a été plus compliqué que ça. Je pense que donc il y a eu cette longue période aussi donc par laquelle je suis passée par une période plus sombre de dépression, etc. Et puis donc un besoin de sortir de ça, la découverte du yoga qui pour le début, ça a été vraiment quelque chose où je pouvais pas vraiment comprendre ce qui se passait, ce que ça m'apportait. Je sais que je faisais du yoga, que ça me faisait beaucoup de bien, que j'ai eu un amour immédiat, Mmh. c'était un coup de foudre, mais je pouvais pas vraiment comprendre tout l'impact que ça avait dans ma vie. Et puis je suis partie voyager. Les voyages ont très souvent été révélateurs de choses pour moi, en tout cas de mettre de la perspective sur les choses, Ouais. de prendre du recul. Et je suis partie donc en Asie et entre autres à Bali. Et, euh, et à Bali, j'avais vu le film Manchurian avec Oui. Julia Roberts. Et donc, je rêvais de rencontrer un gourou qui m'aurait dit un petit peu des choses sur moi. Ouais. Mais encore une fois, sans vraiment savoir pourquoi et sans vouloir le déclencher à 100%. En fait, je demandais à droite à gauche quand je rencontrais des balinés en disant: «Oh, vous connaîtriez pas un gourou?» Enfin, je voulais pas aller sur internet et trouver quelqu'un. Et Ouais. enfin, je me disais: «Voilà, si ça doit se présenter à moi, ça se présentera». Et ça s'est présenté à moi d'une très belle façon et par une famille avec qui je suis toujours en contact, que j'apprécie beaucoup, que j'ai revu plusieurs années après. Et donc, bref, j'ai rencontré le gourou de leur village et de leur famille. Et donc, qui est là-bas un petit peu, on va dire que c'est le médecin du village et en même Ouais. temps le professeur aussi en méditation et en yoga. Mmh. Et voilà, il a un petit peu ce statut particulier. Et donc, il faut savoir que moi, je suis très sensible à l'eau quand je voyage en général, à Ouais. la nourriture. C'est un très sensible, donc je fais toujours très attention à ce que je bois, à ce que je mange. J'étais malade tout le temps en Asie. Euh, et c'était un moment où c'était après ma dépression, comment je commençais vraiment à mettre ça derrière moi, mais j'avais encore un petit peu des problèmes de sommeil. euh, où je savais pas trop ce que je voulais faire. Je voyageais avec un ami, ça se passait pas très bien et c'était un peu un tournant dans plein de choses. Et donc j'ai rencontré ce gourou et dans les premières choses qui s'est passé, c'est qu'il m'a fait boire un grand verre d'eau. Enfin, il m'a dit donc de fermer les yeux. Il est arrivé avec un grand verre d'eau. Il Ouais. m'a fait boire un grand verre
d'eau et là, je me suis dit: «Oh, «Je vais être malade». D'où vient cette eau? Enfin, parce que c'était bon, après une petite conversation, on avait fait une méditation ensemble et là, je me suis dit: «Enfin, c'est des gens très simples, je pense pas qu'ils achètent des bouteilles d'eau». Mmh. La veille ou l'avant-veille, j'avais fait une autre cérémonie, donc avec la personne qui m'a introduite à ce gourou, où on avait aussi, un peu bu de l'eau qui venait directement de la montagne dans une fontaine et tout Ouais. ça et bon, j'avais fait attention de pas en boire trop, mais là, il m'a vraiment apporté un grand verre d'eau pour me purifier, me nettoyer et Ouais. il m'a dit: «Tu bois ton verre d'eau» et j'étais là: «Non». Enfin, j'ai bu le verre d'eau et ce n'était que le début. Ensuite, il m'a amenée dans, the holy room, donc la pièce Mmh. sacrée, continuer son rituel un petit peu plus profondément avec des chants, avec des fleurs et avec encore de l'eau et il y avait, aussi une sorte on aurait dit un pot ou un vase avec de l'eau et des fleurs qui flottaient, des choses comme ça et moi, j'ai vu cette eau et je me suis dit: «Ça me fait vraiment penser à l'eau du vase», tu vois? Quand tu as mis les fleurs Mmh. et que tu enlèves les fleurs et il reste cette eau avec un petit peu des des pétales et des plantes et puis au début, il m'a juste un petit peu arrosée avec cette eau et puis ensuite, il a pris un verre et il m'a dit: «Tu bois» et je me suis dit: «Si après ça, je suis pas malade, c'est que c'est de la magie, vraiment» Ouais. et surtout ce travail qu'on a fait ensemble, non seulement, je n'ai pas été malade, en plus, j'ai jamais aussi bien dormi pendant les peut-être 6 mois qui ont suivi. J'ai retrouvé un sommeil Mmh. incroyable. Il parlait pas anglais, je parlais pas OK. balinais, donc on arrivait à se Ouais. comprendre, en fait, la personne qui m'avait introduite à lui, quand il était là au début, faisait l'interprète, mais très rapidement, le gourou a dit, en fait, qu'il n'avait pas besoin d'interprète. Ouais. Il savait ce qui se passait, enfin, qu'il sentait, qu'il pouvait le savoir. Donc on n'a pas vraiment beaucoup parlé. Les seules choses qu'il a fait pour m'expliquer certains principes, c'était des dessins et ça me parlait tout de suite, je comprenais exactement ce qu'il voulait dire et j'étais OK. là: «OK, ça fait sens» et ça a été la première personne à me dire qu'il fallait que je fasse de la méditation et qu'il fallait que je devienne professeure de yoga OK. et ça, c'était, en 2014, donc 4 ans avant que je fasse ma formation et à un moment où, c'était pas du tout, Mmh. Ouais. c'était pas du tout quelque chose que j'avais prévu. Moi, je voulais travailler dans le cinéma, je vivais à Paris à ce moment-là. C'était et donc je pense que ça a été vraiment une des premières fois dans ma vie où la spiritualité m'a parlé dans le fait de me retrouver avec des gens qui avaient une spiritualité qui était très pure et très simple et très belle Mmh. et qui n'était pas une spiritualité que je connaissais ou que je partageais, mais qui m'a donné envie de croire. En fait, qui m'a Ouais. donné envie de croire, en cette magie, de croire dans le fait d'avoir la foi, de me dire que c'était pas ridicule du tout, tout ce en quoi ils croyaient. Parce que des fois, quand on pouvait avoir des conversations donc avec la famille, que j'ai rencontrée là-bas, ils pouvaient être un petit peu gênés de me dire un petit peu ce dont quoi ils croyaient et ce Ouais. qu'ils suivaient parce qu'ils savaient que c'était très différent de ce que nous, on peut croire en Europe, en France et je me disais: «Mais non, en fait, si eux, ils ont leur vie qui est régie par ces croyances et que ça marche pour eux et ils y croient tellement que ça marche pour eux, bah, c'est beau, en fait et c'est chouette». Mmh. Et donc voilà, ça a été encore une fois, en fait, je pense que oui, revenue de ce voyage qui a duré 14 mois entre l'Asie et l'Australie, Ouais. j'ai plus pu revenir à une vie d'avant et ensuite ça a été encore très lent la progression puisque donc il m'a fallu 4 ans avant de devenir professeur de yoga mais mais ça a été, ouais, cette première plongée dans la spiritualité qui m'a un petit peu, appelée et hem et puis cette idée de devenir professeur de yoga a été une petite graine plantée Mmh. qui a germé et qui a changé ma vie. Ouais. Tu y avais pas encore pensé à tu faisais déjà du yoga à ce moment-là? Je faisais déjà du yoga. OK. J'aimais partager ma pratique, je me souviens que, en festival, au festival de Rock en Seine, je faisais des salutations au soleil le matin en sortant de la tente, parce que j'étais bénévole et que, Ouais. des copains me disaient: «Ah, tu peux nous apprendre la salutation?» et puis ouais, en fait, plusieurs personnes m'avaient déjà dit, même avant ça aussi au Cambodge, avec des Ouais. voyageurs, parce que j'essayais de garder cette routine, en tout cas au moins de salutation au soleil pour, voilà, pour m'étirer un petit peu quand tu Mmh. travailles, te balades avec ton sac à dos tout le temps et puis que bien tu es assise dans des bus pendant de longues heures et puis, donc j'aimais partager ça et il y avait plusieurs personnes qui m'avaient dit, que j'avais en tout cas,
ce truc pour le partager, en tout cas, qui me Ouais. verrait bien. Mais à ce moment-là, vraiment, mon rêve, c'était de travailler dans le cinéma. Ça faisait des années que j'étais là-dedans. Et donc non, c'était vraiment loin de moi l'idée de devenir professeur de yoga. J'étais sur une lancée très différente. C'est intéressant et du coup, qu'est-ce qui a fait que comment tu as eu ton déclic pour, ta formation de professeur de yoga? Euh, eh bien, donc, je t'ai dit que j'avais fait une dépression pendant plusieurs années. Ouais, Euh, dont j'étais sortie. Entre autres, l'acupuncture m'avait énormément aidée. ouais. Et puis, une psychothérapie. Bon, je suis passée par plein de choses. Mais donc, suite à ce voyage, je suis rentrée en France. Le retour a été un petit peu difficile. J'ai vécu dans différents endroits. J'ai essayé de faire différentes choses. Ça ne marchait pas. Et puis, on s'est installé avec mon ancien compagnon à Bordeaux. Et donc, j'ai continué à essayer de travailler vraiment dans le cinéma, à faire ce que je pouvais. Ouais, Et ça marchait pas. Et j'ai commencé à ressentir que ça n'allait pas de nouveau, avec un petit peu OK. cette angoisse de la dépression, de retomber dedans. Et, et j'ai recommencé à ce moment-là à refaire du yoga plus régulièrement, Mmh. à retourner au studio au moins 2 fois par semaine. Et je me rendais compte que c'était mon phare dans la semaine, quoi. C'était vraiment Ouais. mes moments qui me faisaient du bien, où je décrochais. Et au même moment, je continuais à suivre sur les réseaux sociaux mon professeur de yoga, Carole Issa, qui est une professeure de Shivamukti et Kundalini Mmh. à Paris. Et elle enseigne partout dans le monde. Enfin, je pouvais voir qu'elle faisait des formations à Goa, en Inde. Elle Mmh. allait à Bali. Je crois qu'elle avait été au Costa Rica à ce moment-là, au Liban. Et sa vie me faisait un petit peu rêver sur, Ouais, en fait, c'est vrai que le cinéma, pour moi, ça avait été quelque chose, je me suis dit, je veux pas une vie routinière, un travail dans un bureau, je veux pouvoir être libre de voyager, je veux un travail qui puisse voilà, me permettre cette liberté de voyager, en tout cas. ouais, Et là, je me disais, bah, elle a un pied à terre à Paris, elle passe la moitié du temps à Paris et le reste du temps, elle voyage dans ces pays merveilleux pour faire ce qu'elle aime et enseigner tout ça. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est vrai que il y a d'autres options en fait que le cinéma. Je voyais que le cinéma me rendait malheureuse et que ouais. le yoga me rendait heureuse. Et j'ai vu cette personne qui m'a inspirée de me dire, mais en fait, c'est possible, il y a d'autres choses. Donc ça m'a aidé à m'ouvrir un petit peu plus. Et puis, donc ça a été une année un petit peu difficile. Cette année-là, j'ai perdu mes deux grands-parents, j'ai eu quelques problèmes de santé. Euh, et j'allais au yoga avec une voisine qui tirait les cartes. Mmh. Et je crois que ça a été une des premières à qui je me suis confiée un petit peu, de me dire, ça commence à faire son idée dans ma tête. Ouais, Et puis je me disais: «Mais oui, je vois bien ça pour toi». Et j'avais très, très peur parce que ça faisait plus de 10 ans que je voulais tellement travailler dans le cinéma que j'avais peur que les gens voient ça comme une lubie, de se dire, enfin, après tout ce travail que j'ai fait, les années d'études à mmh, Paris, et cetera, passer au yoga, enfin voilà, qu'est-ce qui passe par la tête? Et en fait, quand j'ai commencé à en parler timidement autour de moi, ma famille et mes amis, tout le monde a été ouais, là: «Oui, c'est ça ne ça n'a étonné personne, en fait. Et tout le monde a dit: «Mais oui, complètement», a été d'un énorme soutien et support. Et hem et au moment donné où j'ai décidé de switcher, d'arrêter de laisser de côté le cinéma, de passer, au yoga, la vie est devenue beaucoup plus simple et fluide. Et puis ouais. il y a tout qui s'est déroulé, devant moi, donc en fait, ça faisait pas de doute, quoi. Et du coup, tu t'es formée où et comment, si tu veux, partager, un petit peu? Avec cette prof-là Hem ou avec une autre? Non, non, non. Donc à ce moment-là, je vivais à Bordeaux. J'ai commencé à me renseigner un petit peu Mmh. par rapport aux formations de yoga. Je suis un peu passée par Pôle emploi, ce qui ne sert à rien, mais Pôle emploi, a insisté pour que je fasse un stage parce qu'à ce moment-là, ils me disaient que peut-être qu'ils pourraient m'aider à financer une formation. Ils ont OK. insisté pour que je fasse un stage et donc j'ai fait un stage dans un studio de yoga à Bordeaux, Ouais. pendant 2 semaines, qui finalement a découlé sur un petit, CDD à mi-temps pendant 6 mois. Donc ça a été très chouette pour Ouais, mettre c'est un cool. 1er pas, dans le monde du yoga. Et je cherchais une formation certifiée Yoga Alliance pour Ouais. pouvoir enseigner, dans le monde entier, pour pouvoir voyager. Et j'ai trouvé une formation à Biscarrosse, enseignée par une prof anglaise.
Mhm. certifiée Yoga Alliance. Et donc, ça a été parfait pour moi parce que donc, c'était une formation en intensif sur un mois. En anglais, donc j'ai appris le yoga et appris à enseigner le yoga en anglais, donc qui était parfait pour pouvoir voyager, certifié Yoga Alliance. Et donc voilà, c'était à Biscarrosse et c'était très chouette. C'était un beau petit cocon. On était 5, je crois, donc un Oh, petit groupe en plus. Euh, et, et ça a été une autre étape incroyable de ma vie parce que c'est durant cette formation, en fait, où ben, non seulement, entre toutes les choses qui se sont arrivées via les méditations, de peut-être ma première connexion à mes guides, ou en tout mhm. cas me rendre compte qu'il y avait quelque chose, quelqu'un ou, qui était là pour moi, en tout cas pour me protéger, des messages que j'ai pu avoir. Ben, on a vraiment commencé à reparler. Je faisais déjà depuis quelque temps, j'avais recommencé à faire des rituels à la pleine lune Mhm. et à la nouvelle lune. Mais là, j'ai découvert pour la première fois une cérémonie cacao, la médecine du cacao. Ouais. Et puis, on a commencé à reparler de sorcellerie un petit peu, en fait, de ces choses auxquelles on croyait enfant, qu'on nous a dit que c'était des choses d'enfant, mais en fait, pourquoi? Pourquoi ça serait que des choses Ouais. d'enfant? Et, et ça m'a ouvert sur beaucoup plus de choses. Enfin, ça a été vraiment une porte d'entrée sur plein, plein de choses. Aussi, pas ma première expérience, ma deuxième expérience de Reiki. Euh, mais ouais, enfin, ça a été très, très chouette. Très dur aussi, Ouais. parce que tu fais beaucoup de travail de shadow work, d'aller explorer plein de choses. Mais en tout cas, ça m'a redonné confiance en moi sur mes croyances, sur le fait de se dire, en fait, je suis pas toute seule à croire ce genre de choses, et je suis pas folle et c'est pas si incroyable que ça. Et, et donc, oui, au-delà de la pratique du yoga, ça m'a aussi rouvert des portes vers ma spiritualité. Ok. Et du coup, tu as fait quoi d'autre comme voyage qui t'ont ouvert d'autres portes, justement? Hmm. Parce que je sais que tu as fait beaucoup de voyages. Euh, bon, ben là, mon dernier voyage a été aussi assez incroyable. Donc, je suis partie un peu plus d'un an en Amérique centrale et j'ai commencé par aller au lac Atitlan, qui m'appelait énormément, au Guatemala. Donc, j'étais volontaire pendant presque 2 mois dans un centre de retraite de yoga. Ouais. Et donc là, j'ai été un petit peu plus profondément dans la découverte des plantes médicinales. J'ai fait mes premières cérémonies avec les champignons, avec donc beaucoup de cérémonies avec le cacao. À ce moment-là, je n'étais pas prête pour le râpé. Le râpé est venu plus tard et j'ai fait une cérémonie avec le washuma qui est Mhm. euh, comme le San Pedro, mais un cactus du Pérou. Ouais. Et même si c'était, je pense, quelque chose de sous-jacent en moi, cette connexion avec la nature, là, elle s'est encore plus révélée, je pense, euh, grâce ou à travers ce travail avec les plantes. Ouais. Est-ce que tu peux Euh, nous en dire plus, justement, sur ces plantes médicinales et ce que ça t'a apporté, ce que ça t'a fait? mhm. Alors donc j'ai dit le cacao, ça a été la première plante avec laquelle je suis rentrée en contact pendant ma formation de professeur de yoga. Et j'ai trouvé ça assez incroyable en fait parce que je n'en avais jamais entendu parler avant. Ouais. Et donc, à sortie de cette formation, je me suis dit, il faut que j'en apprenne plus sur le cacao parce que moi, à ce moment-là, je n'avais encore jamais expérimenté aucune plante psychédélique. Tout ce qui était ce milieu-là me faisait très peur. J'étais intéressée par l'ayahuasca, c'était quelque chose que je connaissais, dont j'avais entendu parler, le San Pedro aussi, enfin le peyote. Mais, mais voilà, je me sentais pas du tout prête et ça me faisait très peur tout ça. Donc le cacao me paraissait quelque chose, une entrée dans la matière très douce et accessible en France. Et donc j'ai continué, après cette formation, à m'intéresser par moi-même, à chercher, à faire des recherches sur internet et à faire, mes propres cérémonies pour moi-même, pour commencer. Et ça a été d'une puissance,
à laquelle je ne m'attendais pas. Donc ça travaille vraiment sur l'ouverture du cœur et je me suis retrouvée à vraiment connecter avec cette plante, avec l'esprit de cette plante et voilà, j'ai été assez éblouie par tous les bénéfices que ça pouvait apporter. Donc ça reste une des plantes, voilà, que je tiens le plus dans mon cœur. Et ensuite donc au Guatemala, quelques jours, je dirais, maximum une semaine après mon arrivée, ils faisaient une cérémonie des champignons, Ouais. Magic Mushroom et il y avait pas beaucoup de temps pour prendre sa décision si on voulait y participer ou pas. OK. Et c'est arrivé quand ils en ont parlé, donc un moment, on avait un meeting tous ensemble, donc OK, qui veut participer à la Mushroom Ceremony? Il y a quelque chose qui s'est passé en moi, mon cœur qui s'est accéléré et c'est le moment où tu te dis, alors je sais pas si c'est de la peur ou de l'excitation, là il faut que je Ouais. me pose la question, est-ce que là c'est oui, 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 il faut le faire ou bien, ouh là là, non, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Donc vraiment, il se passe quelque chose. En tout cas, il s'est passé quelque chose dans mon ventre, dans mon cœur et ça a été plus le fait de se dire, bon, en tout cas, il y a une réaction, il y a quelque chose qui se passe, il y a un appel. Je vais prendre le temps d'y réfléchir, mais c'est drôle comme des fois, tu as le corps, je pense qu'il sait avant toi Ouais. et quelque chose en toi le sait aussi. Enfin, je sais que ça m'arrive des fois où je me dis: «OK, il faut que je prenne quelques jours pour réfléchir», alors qu'en fait la décision est déjà prise en moi. Ouais. Mais c'est comme si le cerveau est trop en train de dire: «Non, non, non, on va faire semblant de voir le Ouf, process, c'est ça, on réfléchir», va alors étudier qu'en les fait on pour, les va contre et on va voir ce que ça donne. et en fait, bah, très vite, du coup, le cerveau a réfléchi et a trouvé que les conditions étaient assez idéales parce que j'étais, dans un lieu, où je me Ouais. sentais bien, Mmh. un lieu familier. Ça allait être dirigé par des personnes que je connaissais plus ou moins ou en tout cas, une des personnes était, un autre volontaire, avec qui j'avais une très bonne connexion et j'allais être entourée par des personnes, pareil, même si ça faisait pas très longtemps, c'est le genre d'endroit où même si ça fait pas longtemps que tu connais les gens, il se crée des liens incroyables Ouais. et tout est plus fort, plus vite et donc je me suis dit: «Non, évidemment, il y a un petit peu de peur, d'appréhension parce que c'est quelque chose de nouveau, mais là, les conditions sont réunies pour que, tout se passe bien» et donc c'est un petit peu, l'occasion idéale. Hem et donc cette cérémonie a eu lieu. J'ai quand même pris, je pense, la moitié de la dose que les autres Ouais. personnes ont pu prendre parce que je suis toujours prudente, et j'ai été pas à pas, mais j'étais vraiment très, très bien entourée. J'étais avec une amie, à ce moment-là que j'avais rencontrée là-bas, qui m'avait, donné des indications, qui m'avait écrit un petit mot à lire si ça n'allait pas, enfin pour se reconnecter un Ouais. petit peu à la réalité. Enfin, c'était vraiment cocooning et ça a été, merveilleux et enfin, ça a été merveilleux un peu en roller coaster. Ça a été, merveilleux au début et puis ensuite ça m'a amenée dans des endroits plus sombres, mais que Ouais. j'avais besoin d'aller. Hem, Ça m'a rappelé des choses, enfin, je me dis: «C'est fou comme des fois on oublie des parts de son passé» et ça m'a, ouais, ramené un petit peu à des choses que j'avais besoin de travailler, mais d'une façon assez douce, je pense. Hem Et en tout cas, ça m'a beaucoup plu parce que, voilà, j'ai trouvé que ça avait été très doux avec moi Ouais. et et donc ça a été mon premier pas aussi, ma première entrée dans, le monde des champignons qui, je trouve, même en dehors des champignons, hallucinogènes, c'est quelque chose d'incroyable. Et donc suite à ça, là-bas, il y a une académie qui travaille autour des champignons, mais encore une fois, tous les champignons. Et j'ai été à un festival autour des champignons où, j'ai écouté des gens parler, de choses, autour des champignons et ça m'a, accrochée et happée dans ce monde merveilleux des champignons. Et enfin voilà, quand on parle du mycélium Mmh. et la beauté de tout ce qu'il y a autour de ça et donc ça a été une connexion à la nature nouvelle, hem, qui est de voir, en fait, un peu plus la magie de la nature et des choses en fait qu'on ne voit pas, ce qui se passe sous nos pieds, ce qui se passe dans le sol, heu, des choses auxquelles j'avais entendu parler mais qui restaient très abstraits.
sont devenus pour moi quelque chose de beaucoup plus concret. Et, et de voir en fait comment on pouvait travailler ensemble, justement, la nature et nous. Comment manger un champignon allait nous aider à travailler sur des choses en nous, Mmh. aller ouvrir des portes, aller et donc c'est vraiment de la même façon où pour moi le yoga, c'est travailler main dans la main entre nous et notre corps et que je trouve ça incroyable et merveilleux. Et bien là, ces plantes médecines, c'est vraiment travailler main dans la main avec la terre, avec la nature, qui sont là pour nous aider, nous soutenir, nous guider, nous ouvrir des portes. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette, même si je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'utiliser les plantes Ouais, médicinales. Hem et ben, si c'est quelque chose qui nous appelle, ça peut être quelque chose de très intéressant. Hem et un petit peu plus tard, avant mon départ, j'ai eu l'occasion aussi donc de faire une cérémonie, avec le Washuma, donc qui est ce cactus et qui était guidé par, un chaman, local. Et le Washuma, ça va être encore une fois, j'ai pris une très petite dose, donc j'ai pas eu forcément la même expérience que ouais, d'autres personnes. Mais c'est pas hallucinogène, donc tu vas pas du tout avoir le même style de vision que tu peux avoir, avec les champignons. Avec les ouais, champignons, le début de la cérémonie, il y avait un bain sonore et j'ai vraiment vu ce qu'on peut décrire de couleurs psychédéliques, de ouais, formes, j'avais l'impression d'avoir, un petit chapiteau qui s'est ouvert dans ma tête avec un spectacle, de sons et de couleurs juste pour moi, d'avoir vraiment l'impression que les sons avaient des couleurs et des textures. Voilà, ça, c'était vraiment le côté très psychédélique des champignons. Le Washuma n'a pas ça. Le Washuma, ça va plus travailler, sur tes sens, OK, heu, d'ouvrir tes sens et en fait, on a fait la cérémonie, on a commencé par chanter, je pense, jouer du tambour et puis on a commencé à boire, donc la substance, la décoction et puis ensuite on est sortis et on a dansé, on a fait des mouvements, on a essayé un petit peu de se reconnecter à notre part animale, faire, voilà, reprendre contact avec notre corps et ensuite on est partis se balader, dans la forêt, dans la jungle, pieds nus pour vraiment reconnecter avec le ouais, sol et tu as un petit peu l'impression que tout est plus beau, plus vert, plus doux, enfin, voilà, il y a vraiment ce sentiment un petit peu, certaines personnes vont vomir, ça fait aussi une purge pour certaines personnes. ouais, Mais ouais, tu es un petit peu dans cet état de flottement très agréable où tu fais partie de l'environnement et ouais, c'était vraiment très chouette et on a été jusqu'à un endroit où on a pu juste, s'allonger sur les arbres, sur le sol et enfin voilà, c'était doux aussi. Hem et à ce moment-là, j'ai été appelée par un arbre. Enfin, mmh, encore une fois, c'était un endroit où c'était un petit peu vallonné. J'ai vu un arbre qui se détachait, du groupe et j'ai senti ce besoin de me détacher du groupe et d'aller vers cet arbre et de m'asseoir auprès de cet arbre et de méditer et en fait, je sais que j'étais un petit peu déçue. Avant de partir pour ce voyage, j'avais fait un autre voyage chamanique, mais juste avec ouais, des et je m'attendais vraiment parce que quand on parle, par exemple, d'éveil spirituel ou ce genre de choses, je m'attendais à quelque chose de: «Il va mmh, m'arriver un truc extraordinaire», tu sais, un déclic, un truc en fait, j'ai l'impression que pour moi, à chaque fois, c'est des petits moments, qui n'ont pas l'air de grand chose, mais qui font sens mmh, après sur la durée et et donc là, je me suis assise à cet arbre et j'avais un petit peu ce côté de voilà, de pouvoir me confier, dire, «Bon, voilà, ça fait bientôt 2 mois que je suis ici, cet endroit qui m'appelait tant, où je pensais qu'il allait se passer un truc incroyable et il se passe des choses très, très belles et j'apprends plein de choses ouais, sur, les plantes médicinales, mais rien de représentatif, pas une explosion» et donc au pied de cet arbre qui m'a appelé le message, mais que j'avais déjà eu plusieurs fois avant aussi, justement pendant des voyages sonores ou avec les champignons, c'était qu'il fallait que j'aille plus profondément dans la forêt. Que c'était pas auprès des gens que j'allais mmh, trouver ce dont j'avais besoin, que c'était pas, dans ce groupe, mais qu'il fallait que je continue plus profondément dans la forêt et et c'est quelque chose qui a ensuite, un petit peu suivi mon voyage, suite à ça,
j'ai commencé à voyager plus au Guatemala et à passer plus de temps en nature. Ouais. Et un mois après, j'étais en volontariat au Costa Rica, dans la jungle. Et j'avais une petite cabane dans un arbre à l'entrée d'un parc national. Et finalement, ça a presque été en me détachant des milieux spirituels que je me Ouais. suis rapprochée de ma propre spiritualité et qui a été vraiment quelque chose oui, de plus connecté à la nature, en enlevant un petit peu toutes les couches d'avoir des cristaux, d'avoir des oracles, d'avoir des livres, d'avoir beaucoup, beaucoup de pratiques tous les jours. J'avais l'impression que c'était trop Mmh. de choses qu'il fallait faire pour être spirituel. Et finalement, moi, ce dont j'ai eu besoin, c'était de me retrouver toute seule dans la forêt. C'était d'être, en fait. Tu avais besoin d'être, tout simplement. C'est ça. Mmh. Avec rien, parce que je Ouais. voyageais, donc je suis pas partie avec, des oracles, je suis pas partie avec Ouais. des là, dans ma petite cabane, je me suis fait un hôtel avec une bougie, et des coquillages que j'ai trouvés sur la plage et des bouts de bois et puis des fleurs. Je me faisais des bouquets de fleurs de ce que je trouvais et hem et c'est là où, en tout cas, pour moi, je me suis rendu compte que ma spiritualité était vraiment reliée et connectée à la nature et qu'elle m'était vraiment propre, en fait. Ouais. Et que c'était OK, que chacun avait son propre chemin, mais j'avais toujours eu l'impression, d'être attirée par ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et cetera, de ces groupes qui travaillent ensemble et je pense que travailler ensemble aussi, c'est quelque chose de Mmh. nécessaire et d'important. Mais en tout cas, à ce moment de ma vie et peut-être encore maintenant, j'ai l'impression que pour moi, ça va être vraiment de creuser plus à l'intérieur encore. Hem et partager parce que c'est pas des choses en fait que j'ai entendues ou vues ailleurs finalement. Ouais. C'est un retour à la simplicité et à une connexion, presque plus pure, j'ai envie de dire. C'est intéressant comme approche. Comment le voyage façonne-t-il ta spiritualité et tes pratiques ou tes rituels? Et je pense que ça peut être intéressant que tu Mmh mh. développes un petit peu, même si tu en as déjà parlé. Mmh. Hem, récemment, je me suis beaucoup posé de questions par rapport à l'appropriation culturelle. Ouais, Hem, ouais, surtout et c'est vis-à-vis du chamanisme, vis-à-vis du ouais. chamanisme, mais finalement on n'y pense pas tant que ça, mais par rapport au yoga, à l'ayurveda, tout Mmh. ça, ça vient d'Inde et enfin c'est des choses qu'on s'approprie aussi d'une certaine façon et qu'on remodèle, à notre image je sais que je m'étais aussi en fait, pendant ce voyage, je me suis reconnectée quelque part à mes origines, en me rendant compte Ouais, que, en tant qu'Européens, et Français, on a envie de choses exotiques et on a envie d'ayurveda, de partir en Inde, on a envie de tester des plantes chamaniques, d'Amazonie et alors qu'on oublie que, on a aussi des racines et une culture de druidisme, hem et de belles choses, enfin qu'on a aussi de très belles plantes médicinales sur nos terres et j'avais lu quelque part, je pense que c'était en naturopathie ou je ne sais plus, parce que j'avais commencé à un moment une formation en ayurveda où j'avais pas accroché tant que ça, justement parce que j'étais très frustrée de pas avoir accès à toutes les plantes dans lesquelles il parlait, toutes les poudres, ouais, toutes les racines et j'avais lu quelque part que, physiologiquement parlant, on oui. est à un endroit où, autour de nous, on peut trouver tout ce dont on a besoin Mmh. et j'avais trouvé ça très intéressant et effectivement, on oublie de s'intéresser aux plantes qu'on a autour de chez nous, tout simplement. Hem Et donc, d'un autre côté, si on croit en la réincarnation, enfin, je pensais par rapport à l'appropriation, culturelle, je me disais: Ouais, «Mais au final, si on croit à la réincarnation et que dans une autre vie, je vivais en Amazonie ou en Inde, où s'arrête l'appropriation ouais, culturelle?» Enfin voilà, j'ai vraiment travaillé énormément autour de ça et là, j'ai fait une formation, je viens de finir une formation autour de cérémonies cacao justement, avec une communauté, maya du Guatemala qui, eux, sont dans une démarche en ce moment d'ouverture, dans le sens où ils pensent que
par rapport à leurs croyances actuelles. Beaucoup de leurs croyances ont été gardées secrets. Bon, il y a eu aussi toute une histoire de répression, etc. Mais ils pensent qu'ils sont arrivés à un moment où le monde a besoin de reconnecter avec Oui. le cœur, l'empathie et la communication. Et le cacao étant une plante qui va nous aider à nous reconnecter avec notre cœur et à fluidifier la communication et être plus empathique. Et ils ont comme message, de par leurs croyances, de maintenant propager cette médecine à travers le monde pour que les gens redeviennent plus empathiques et plus connectés avec leur cœur. Donc c'est un petit peu un mouvement pour essayer de soigner la planète. Euh, et donc eux-mêmes ont envie de partager cette médecine, mais ils demandent que ça soit fait dans le respect Ouais. des connaissances anciennes, que ça soit pas juste du business, et que si on fait une cérémonie du cacao, c'est pas juste pour gagner de l'argent, mais c'est parce qu'on y croit vraiment et qu'on a vraiment quelque chose à Mm. partager. Et qu'on respecte et qu'on remercie le fait que ce sont des croyances et des sagesses qui ont été cultivées et gardées et transmis et partagées par des lignées de personnes avant nous. Et autour du cacao, justement, en voyageant à travers l'Amérique latine et l'Amérique du Sud, eh bien, je me suis rendu compte que la cérémonie du cacao et les croyances autour du cacao ne vont pas être les mêmes au Mexique, au Ouais. Guatemala, au Pérou, au Costa Rica, en Équateur. Et pourtant, on ne peut pas dire que pour eux, c'est pas de l'appropriation culturelle, c'est juste qu'ils ont différentes influences en fonction ben, des influences aztèques ou mayas. Ouais. Et, euh, et donc finalement, ils vont chacun avoir cette image de la plante comme étant effectivement la nourriture de Dieu, une certaine représentation, mais elles vont être différentes. Ouais. Si on Est-ce que ça, s'intéresse est-ce que ça pourrait aussi être en fonction du type de plante? Parce que tous les cacaos sont pas les mêmes, même si je crois qu'il y a très peu de variétés différentes. Il y en a 3, 4, quelque chose comme ça. pour les cérémonies cacao, je crois qu'il y a 3 variétés différentes Ouais. qui sont utilisées. Mais non, je pense que c'est vraiment plutôt par rapport à leurs croyances. Enfin, finalement, Ouais. tu vois, Oui. vraiment, les Incas, les Aztèques et les Mayas se sont fait Mm. la guerre. Ils n'avaient pas les mêmes croyances. Tout à fait, ouais. Mm. Et en fait, donc là, pour avoir fini mon voyage en Équateur, il semblerait que l'Équateur soit vraiment la terre de naissance du cacao. Ouais. Et pourtant, en Équateur, aujourd'hui, il n'y a pas de croyances autour, il n'y a pas de cérémonie du cacao. Ok. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas, mais ils ont retrouvé des traces de l'utilisation du cacao qui datent même d'avant ce qu'on sait de l'utilisation du cacao Ok. d'un point de vue médicinal au Guatemala ou au Pérou. Donc tout ça pour dire que finalement, ces voyages, ça m'a aussi ouvert les yeux sur le fait que euh, par rapport à l'appropriation culturelle, je suis en paix avec le fait que ce que je veux transmettre, c'est d'une façon respectueuse et Mm. avec tout l'amour que je peux y mettre et avec tout le respect que je peux y mettre et de bien faire les choses. Et enfin voilà, pour moi, je pense que ça va être loin d'être un business. Enfin, je sais que ça sera loin d'être un business, que pour l'instant, c'est plus le message qui va être de, encore une fois, se reconnecter avec la planète, avec la Terre, avec la nature, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui est une des sagesses les plus importantes des Mm. peuples racines et qui revient dans le chamanisme que je trouve incroyable, justement, c'est de se rendre compte que peu importe les endroits du monde, que ce soit les aborigènes en Australie ou les chamans en Mongolie ou les marabouts en Afrique ou différentes formes de chamanisme en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, il y a quand même ce qui reste, ça va être ce rapport à la nature Ouais. et le soleil et la lune et les cycles et les saisons. Et voilà, trouver qu'on fait tous partie de la nature et qu'il n'y a pas l'homme plus fort ou enfin voilà, je pense que ouais, mes voyages, c'est vraiment ça m'a aidé encore plus à ne pas seulement être dans les livres que j'ai pu lire, mais à le sentir, à vraiment le sentir, Ouais. à vraiment maintenant ça coule dans mes veines et cette connexion que j'ai avec la terre, elle est elle est plus forte que jamais. Et de toutes ces plantes avec lesquelles tu as travaillé et tu travailles encore, d'ailleurs, tu nous as pas parlé du râpé.
si jamais tu veux mentionner un petit peu ce que c'est et Euh, quel est ton rapport avec cette pratique. alors, le râpé, c'est une prise de tabac en poudre. C'est du tabac en poudre mélangé avec d'autres plantes. En fait, c'est pareil, il y a autant de râpés que de personnes Ouais, les qui vont fabricants. fabriquer le râpé. Le râpé, c'est censé... Donc, il y a des médecines, des plantes de médecine qui sont vues plus féminines et plus masculines. Par exemple, l'ayahuasca, ça va être grand-mère ayahuasca. Le washuma, San Pedro, peyote, ça va être grand-père. Le cacao est une plante féminine. Et en fait, par rapport au cacao et par rapport à juste quelque chose d'intéressant qu'on ne connaît pas Ouais, forcément, il y a une rivalité avec le maïs, parce que le maïs n'est pas ouais, connu comme une plante médicinale, mais en tout cas une plante sacrée. Et ouais. donc, le maïs serait le masculin du cacao pour Ah, le ok. yin et le yang. Et oui, c'est intéressant aussi par rapport au fait que le maïs pousse vers le haut, vers le Ouais. soleil, et a des Mm. graines qui vont vers l'extérieur, et le cacao pousse vers le sol avec ses graines à l'intérieur. Et donc ça, c'est des belles Ouais. vieilles. Ça. Euh, donc voilà, donc pour le râpé, le râpé est une plante masculine, et en fait, j'ai eu mon expérience avec le râpé lors de ma formation en Reiki. Ouais. Et c'était assez exceptionnellement un râpé qui a été fabriqué par une communauté féminine de femmes et qui ont Ok. voulu faire une version un petit peu plus féminine et plus douce du râpé. Donc j'ai eu plusieurs fois l'occasion, quand j'étais au Guatemala, de tester le râpé, mais ça m'appelait pas encore. C'était pas encore le bon Mm. moment. Et je suis ravie d'avoir attendu parce que ça a été une expérience très forte pour moi. Et ma formatrice de Reiki a su vraiment m'envelopper de toute sa douceur et de tout ce dont j'avais besoin pour traverser ça. Donc, c'est une plante que tu vas prendre dans ton nez. La personne va souffler le râpé dans ta narine et ça va venir dans tes sinus. Tu dois faire des deux côtés. Et ça va te grounder, ça va te... Mm. Donc, pas mal de gens, par exemple, utilisent le râpé justement quand ils utilisent l'ayahuasca aussi, le washuma, pour éviter de Ouais. partir trop et Ok. trouver un équilibre. Là, ça va vraiment... moi, ça a été vraiment le sentiment d'avoir besoin de m'allonger, d'être au sol. Ok. Et c'est pas très agréable, c'est assez douloureux. Ouais. Il faut essayer de pas se moucher après, c'est pareil, ça peut Ouais. provoquer des vomissements. Et pour moi, ça a été une libération, une purge émotionnelle. Vraiment, Ouais. j'ai pleuré, j'ai besoin de faire sortir beaucoup de choses. Et ça m'a amené un message que j'ai mis du temps aussi avant de me rendre compte, qui était justement un petit peu en rapport avec ce que j'avais expérimenté au Guatemala. Ça m'a apporté vraiment le message que je n'avais pas besoin de traverser tout ça toute seule. Mm. Qu'il y avait une part de moi qui avait ce besoin, ce sentiment d'avoir besoin d'être seule, en fait, de trouver l'équilibre entre être sur ce chemin à ma façon, mais d'avoir besoin d'être entourée. Mais donc, pas forcément de faire partie d'un groupe ou d'une communauté spirituelle, de Ouais. pouvoir cheminer dans ma spiritualité seule, mais de ne pas m'isoler, en tout cas. Mm. Pas forcément Du coup, d'avoir un mentor ou quelque chose comme ça, mais plutôt un cercle en fait de c'est ça, personnes mais qui ne qui ont serait les pas mêmes. forcément Mm. dans la spiritualité. En fait, à ce moment-là, vraiment, je me suis sentie entourée de mes guides Ouais. qui étaient là, et notamment une personne de ma famille qui m'est chère, qui est décédée, et j'ai vraiment l'impression qu'elle est toujours là pour moi, pour me protéger. Là, j'avais comme le sentiment que, enfin, j'étais en train de pleurer allongée sur le sol, et je pouvais sentir sa présence qui était là, comme une maman qui te caresse les cheveux ou quelque chose comme ça. Euh, et donc, ça a été, oui, vraiment se dire, comme j'ai effectué ce voyage toute seule, ça a été un moment où je me suis dit juste, enfin, j'ai pas réalisé à ce moment-là, parce que ça, c'était fin octobre, et qu'ensuite, je suis repartie toute seule pendant un mois en novembre au Costa Rica. Donc, ça a mis du temps à se faire. Et en fait, c'est en décembre, quand je me suis trouvée une communauté d'expatriés et d'amis, un groupe d'amis et une famille au Nicaragua, c'est là où ça m'est revenu en me disant, ah voilà, là, j'ai trouvé, en fait, je suis là-bas. Je ne suis pas dans un groupe où on fait que travailler la spiritualité, etc. J'ai ma propre pratique, je continue de travailler de mon côté,
mais je me sens entourée, j'ai un soutien d'amis, de personnes autour de moi et je ne suis pas juste toute seule dans la jungle, ce qui a été une expérience incroyable d'être toute seule dans la jungle, je le referai 1000 fois. Mais j'étais arrivée à ce moment où, OK, là j'ai cheminé seule pendant un moment, là j'ai besoin de retrouver euh, un cercle d'amis et voilà, de ne plus être seule. Et donc ça a vraiment mis son temps et son chemin, mais en fait peut-être aussi de se dire, c'est OK, c'est OK. Je pense qu'on en a déjà parlé toutes les deux, ça n'a pas tout le temps à être difficile, ça n'a pas tout le temps à Ouais. se faire dans la souffrance. Tu travailles sur des choses importantes pour toi, tu travailles sur ta spiritualité, tu fais du shadow work, mais ça n'a pas à être aussi pénible. Parce qu'en fait, en novembre, quand je suis partie au Costa Rica, je voulais faire un autre volontariat aussi dans la jungle, mais là, les conditions étaient horribles, en fait. Et je me suis Ouais. réveillée le matin et j'étais en pleurs et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je ne veux pas rester ici. Et là, je me suis dit, OK, j'ai pas besoin de, j'ai rien à prouver à personne sur le fait que je peux vivre avec les conditions les plus rustiques au milieu de la jungle. Je sais que je peux le faire, mais pas dans la douleur, en fait. Mmh. Ça reste dans la joie et dans quelque chose où, voilà, trouver quand même du confort dans l'inconfort, c'est toujours ça. Se Ouais. mettre dans une forme d'inconfort, mais pas au-delà de ses limites, ou en tout cas pas trop rapidement. Et, et voilà, je pense que là, j'avais assez cheminé toute seule sur mon shadow work, et ça a été le fait de se dire, OK, maintenant, tu as besoin d'être entourée aussi, de pas continuer toute seule. Donc voilà ma seule expérience avec le râpé, qui a été très intense, que je n'ai pas eu l'occasion de reproduire. Je le referai certainement, parce que je pense qu'on a toujours des choses à apprendre. En tout cas, moi, voilà, à chaque fois que j'ai travaillé avec une plante médicinale, ça m'a c'est comme, un booster. Mmh. Ça te fait, l'espace, maximum 1 heure, ça t'apprend plein de Mmh. choses. Et comme plein de choses qui étaient un petit peu latentes en toi, que tu sais, bah là, voilà, ça t'ouvre les yeux et ça te met le message clair devant toi. Même si après, je te dis, ça prend encore du temps Ouais. d'intégrer, de tout ça, mais voilà, là, ça rassemble toutes les petites choses pour te dire: «OK, Mmh. c'est ce chemin que tu dois prendre, c'est là que tu dois regarder». C'est ça qui est au fond de toi, que tu sais déjà, mais qui sort quoi, qui sort de Ouais. toi. Et est-ce que pour toi, du coup, c'est important d'être accompagné? Bon, alors, pour les quand tu travailles avec les plantes médecines, j'imagine que pour le cacao, c'est peut-être un peu différent parce que c'est plus doux, mais pour le râpé, par exemple, ou des choses comme ça, parce que le râpé, on peut se le procurer très facilement, enfin, sur internet, Oui, oui, oui. Alors je pense que, qu'il y a différentes expériences. Je pense que alors pour commencer, c'est ça va mieux dépendre des gens aussi. d'être Mmh. accompagné, Ouais. par des personnes qui vont t'expliquer, qui vont être là pour toi. Hem, donc je pense que les 2 sont possibles. Voilà, je vais pas dire que voilà, ça va dépendre des personnes. Je donne pas de conseils ou quoi que ce soit. Ouais, Pour ma propre expérience, je sais que je préfère avoir été accompagnée pour toutes ouais. les premières expériences et peut-être sûrement secondes, et là, je suis pas sûre que je tenterai toute seule de prendre du râpé parce que justement, vraiment, en fait, plusieurs expériences par lesquelles je suis passée, le fait d'avoir, quelqu'un qui me tient la main ou quelqu'un qui Mmh. vient, qui me fait un câlin ou qui pose juste une main sur ta poitrine, et voilà, de savoir que justement je suis pas toute seule et que, qu'il y a cette énergie de cette personne qui vient t'entourer et t'aider à aller vers passer par ce moment un petit peu difficile, hem, voilà, moi je sais que ça m'a fait du bien et je trouve ça important. Après, petit à petit, on apprend à, apprivoiser les plantes, à voir comment on réagit par rapport à ça, et donc par exemple, moi j'ai ensuite travaillé plusieurs fois avec les champignons, Ouais. et maintenant je sais que, travailler avec les champignons, c'est quelque chose que je peux faire seule. D'autant qu'il Hem y a les microdoses aussi, Exactement, mmh. exactement, et c'est quelque chose que j'apprécie découvrir en dehors justement de quelque chose d'organisé ou avec quelqu'un, parce Ouais. que c'est une relation que je vais tisser moi plus profondément, plus intimement avec le pouvoir, des champignons. Mais encore une fois, voilà, effectivement en microdose, avec seulement, quelque chose que je connais, qui vient d'un endroit que je connais, enfin, Est-ce en le que c'est faisant. quelque chose que, comment dire? Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais, aller cueillir toi-même justement pour tisser un lien encore plus fort? Les champignons, par exemple? Alors je serais
Alors toute seule pour l'instant, non. OK. Je sais que j'étais au Costa Rica avec, un chaman qui travaillait avec les champignons, en quel, j'avais énormément confiance et on est parti une fois à la recherche de champignons et on n'en a pas trouvé. Mais, dans ce cadre-là, oui, je l'aurais fait, mais là, toute seule, je n'ai pas les connaissances du tout pour, OK. Mmh. être sûre que c'est le bon champignon, connaître les doses aussi parce que jusqu'à présent, j'ai toujours, Ouais, utilisé c'est les vrai. champignons sous forme de poudre ou au Guatemala, c'était, mélangé avec du cacao justement. Ouais, Hem, donc je sais que des champignons que tu vas faire sécher ou que tu vas prendre comme ça va pas être forcément, les mêmes doses et en tout cas, voilà, encore une fois, c'est par la pratique et l'apprentissage. Je me lancerai pas dans des expérimentations, ouais, du coup, en dehors de ma zone de confort de cette fois-ci, heu, parce que chaque fois que tu vas travailler avec une plante médicinale, ça va être toujours différent en fonction de ton état ouais. d'esprit, de ce que tu as besoin de te transmettre, de ce que tu as besoin d'apprendre à ce moment-là, de ton corps, de ta physiologie, de ce que tu as mangé, de ton état de fatigue, donc hem, donc je pense qu'il faut vraiment, vraiment, une longue pratique avant d'avoir une confiance absolue, en fait, Ouais. dans tout ça. En tout cas, d'avoir assez confiance en toi-même parce que la plante, je pense qu'elle va t'apporter que ce dont tu as besoin, de Mmh. traverser. Mais ensuite, c'est toi, comment tu vas y réagir, Ouais, qui va qui va faire la change. c'est vrai. Mmh. Et est-ce que tu as envie de partager autre chose par rapport aux plantes médecines ou à d'autres médecines que tu trouves importantes? Hem, donc je pense que les plantes médecine enfin, c'est pas que je pense que ça a été, prouvé, marche aussi en accord avec le son. Mmh. Et c'est vrai que, voilà, par exemple, des expériences que j'ai pu avoir avec, les champignons, j'ai pu avoir des expériences assez similaires sans champignons, juste à travers des Ouais, voyages sonores, avec, des voyages chamaniques avec, les sons du tambour ou d'autres instruments. Donc c'est pour ça que je disais que ça peut être intéressant de travailler avec les plantes si on est appelé par ça, mais c'est pas nécessaire parce que vraiment j'ai eu des expériences bouleversantes juste avec du ouais. son. Oui, on peut Heu, entrer en transe de plein de manières différentes. On a les tout à moines, enfin les moines, les soufis qui tournent. mmh. On peut avoir juste le son, enfin c'est Donc c'est ça, en fait, finalement, c'est des états de conscience modifiés ou moins modifiés, c'est ce qu'on dit le ouais, plus. Je ouais. crois qu'il y a un autre terme qui me plaisait plus, mais je l'ai pas en tête. Hem et donc je pense que et la médecine du son est tellement plus facile Ouais, d'accès, parce que voilà, là, par exemple, ces plantes médicinales, faudrait pas être frustré de pas y avoir accès parce qu'on est en France et se dire: ouais, «Oh, je vais pas pouvoir vivre ce genre de choses». Si, il y a plein de choses qu'on peut vivre aussi, avec d'autres plantes et puis en France avec, d'autres choses comme le son. mmh, Hem, donc voilà, c'est je pense partager ça, que c'est pas forcément fait pour tout le monde, que c'est des chemins qui sont propres à chacun et que le son est incroyable ouais, pour explorer aussi ces états de conscience modifiés et ces voyages intérieurs, hem et qui marchent aussi très bien l'un avec l'autre. Donc ouais, dans mes pratiques spirituelles, enfin bon, voilà, pour moi en tout cas, les moments qui ont été aussi avant ces voyages les plus incroyables pour moi et qui m'ont connectée avec ma spiritualité sont souvent des voyages sonores, mmh, où j'ai eu mes premières rencontres avec mes guides, mes premiers accès à des messages qui venaient, d'ailleurs ou en tout cas, ouais. de moi peut-être, mais en tout cas des messages qui ont pu me guider et forger, ma spiritualité. Hem, donc ouais, je pense que le son viendrait même avant l'usage des plantes médicinales pour moi. Et en plus, Mmh. du coup, je sais que tu as fait des formations, en sons-thérapie. Oui, oui, Donc du oui, coup, je c'est suis vrai que, psychothérapeute maintenant. tu as un petit peu en fait ces 2, comment dire? Ces 2 facettes qui sont là, même les 3 avec le yoga, tu as le corps, tu as le son
et du coup, cette connaissance un petit peu ou cette expérience en tout cas des plantes médecines qui est Mmh. intéressante. Mmh. Ouais, je pense que vraiment les plantes médicinales pour moi, ça va être, ça m'a après les expériences avec le washuma et les champignons, je me suis retrouvée à être plus contemplative et encore plus admirative si ça pouvait l'être parce que je suis déjà dans l'admiration constante Mmh. de la magie, de la nature, mais à observer les détails, en fait. Observer les détails dans la nature, les détails des feuilles qui dansent avec le vent, du son du vent dans les cimes. Par exemple, on me dit que je suis assez bonne pour repérer des animaux quand on va se promener Mmh. dans la forêt, donc j'ai fait beaucoup de sorties dans des parcs naturels et peut-être, voilà, d'avoir un sentiment accru de ce qui se passe autour de moi et de la nature et voilà, je crois vraiment, en tout cas, que les plantes médicinales m'ont aidée à affiner, on va dire, ma connexion avec la terre, et avec la nature. Mais, mais que je pense qu'en tout cas, d'un point de vue de ma spiritualité, ça a peut-être été, comme je disais, un booster, mais Ouais. ça n'a pas été quelque chose, à mon avis, je n'aurais pas vécu tout ça avec les plantes, j'en serais quand même au même point, Mmh. hem, de s de ma connexion avec la terre, dans mon Ouais. cœur. C'est vrai parce que du coup, je trouve que les plantes médecines gagnent beaucoup en popularité, comme tu l'as dit aussi. Mmh. Pas forcément que le cacao, mais l'ayahuasca par exemple ou d'autres plantes qui sont beaucoup plus puissantes du coup et Mmh mh. parfois dangereuses à prendre et est-ce que toi tu as un avis sur le développement de ces pratiques-là et le fait que, on peut, par exemple, le faire en France? Il y a des gens qui, ou en Suisse qui, font des cérémonies d'ayahuasca par exemple, ici. Mmh. Eh bien, mon avis, c'est que c'est toujours propre à chacun. Hem, je pense qu'il y a du positif et du négatif. Dans le négatif, je dirais, Ouais. bah, justement, le côté appropriation culturelle, peut-être de ne pas respecter les croyances de certains et de Mmh. ne pas, accorder l'importance que ça a dans certaines communautés Ouais. et par exemple, hem, je pense que prendre de l'ayahuasca de façon récréative, c'est quand même c'est quelque chose qui me dérange. Hem, après, par exemple, j'ai un ami qui, n'est pas du tout là-dedans, a fait une expérience avec, l'ayahuasca, mais va trouver beaucoup de enfin, va rester très terre à terre Ouais. et des explications concrètes et scientifiques à tout ça. Ce qui est OK parce qu'il a pas, il va pas se moquer ou Mmh. réagir à contresens ou il a fait l'expérience, il a aimé l'expérience, il a Ouais. refait, mais sans le côté spirituel du tout et croyance. Pourquoi pas? Parce que je me dis peut-être que des personnes qui sont dans cette démarche vraiment avec un état d'esprit plus terre à terre et scientifique, ça peut quand même ouvrir d'autres choses. Lui, il l'a pris, bah, en restant dans son carcan de la science et des explications scientifiques des effets que ça a fait, mais il l'a fait d'une façon curieuse, enfin d'ouverture de Ouais. curiosité. Voyons voir ce que ça fait. Moi, je sais que l'ayahuasca, j'aimerais vraiment aller au Pérou et faire une diète et le faire, hem, complètement. Hem, mais encore une fois, chacun va avoir un chemin différent avec les plantes et avec cette plante en particulier. Ouais, je crois qu'il faut faire attention et faire, ce que notre cœur nous appelle de faire. Mmh. Hem, mon expérience avec les plantes, avec la plupart de ma pratique spirituelle, ont été de pas vraiment les chercher, mais qu'elles sont venues à moi. Ouais. Ce qui s'est passé avec la cérémonie des champignons, ça s'est passé de la même façon avec la cérémonie de Washuma qui a eu lieu dans le centre de retraite où j'étais. Quand je me suis inscrite à la formation de Reiki, je ne savais pas du tout qu'il y aurait, Ouais. du cérémonie drapée. On a fait une cérémonie aussi de Santa Maria, hem, qui est de la Marie-Jeanne. Hem et voilà et je sais que c'est la même chose pour moi avec, la plupart des plantes où je me dis: «J'attends en fait que ça vienne à moi plutôt que de forcer les choses». Mais c'est mon Ouais. chemin. Oui, mais en même temps, c'est un bon conseil, je trouve, de dire de laisser venir plutôt que d'y aller parce qu'on a envie de comment dire?
de succomber à une mode. C'est un peu, Oui, oui, oui. Je pense violent qu'il comme faut pas terme, mais du forcer les coup, choses. ça peut Il être faut pas forcer les parfois, choses. mmh, L'ayahuasca, ça m'intéresse depuis très, très, très longtemps, et j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de d'appréhension vis-à-vis de cette plante et là, par exemple, quand j'étais en Équateur, j'ai été passer quelques jours dans la jungle aussi et mmh, chez une famille, ils en ont dans leur jardin. Ils travaillent avec OK, l'ayahuasca d'une autre façon, mais c'est quelque chose aussi de culturel et générationnel ouais, et ils commencent à 10 ans, à mmh, utiliser l'ayahuasca et voilà, c'est tout le monde a de l'ayahuasca dans son jardin, c'est encore quelque chose de très différent. ouais, Je pense que maintenant je suis prête, à l'ayahuasca essayer, à découvrir, en tout cas rencontrer l'ayahuasca. Je suis passée par assez de cheminement personnel, de travailler avec d'autres plantes. Pendant longtemps, j'avais pas l'appel, justement. ouais, Je me disais, je suis vraiment j'aurais eu l'occasion au Guatemala de la même façon dans le centre de retraite où j'étais, il y a eu plusieurs cérémonies, mais non, c'était pas le bon moment. Là, je sens que je suis prête, hem, mais que c'est pareil, ça viendra au moment où ça sera le bon moment ouais, pour moi et j'ai vraiment cette envie de le faire, au Pérou, je sais pas pourquoi, ou en Colombie. Mais en tout cas, voilà, je sais que ça l'occasion se présentera ou pas et ouais, heu et que quoi qu'il arrive, ça sera, de la façon dont ça devait venir à moi et ouais, que c'est à expérimenter de la façon dont il fallait que ça se passe. Voilà, moi, ça sera vraiment ouais, de ma spiritualité, c'est de faire confiance, heu, au fait que j'ai un guide intérieur, une boussole intérieure qui travaille, avec les énergies autour qui font que ouais. les choses arrivent à moi, et encore une fois, c'est pas juste attendre dans son canapé que ça arrive. Je veux dire, si je vais Oui, au bien sûr. Pérou, j'ai fait le déplacement jusqu'au Pérou et ensuite on voit ce qui se passe. Là, j'ai été jusqu'au Guatemala, j'ai été voyager dans ces pays, de la même façon qu'à Bali. Voilà, je j'ai rencontré ce gourou parce que je demandais à droite à gauche quand je Mmh, rencontrais des personnes: «Bonjour», dans des familles: «Est-ce que vous avez un gourou dans votre famille? Est-ce qu'il y a un gourou dans votre village?» hem Donc voilà, il y a cet équilibre entre, ouais, envoyer ces messages à l'univers concrètement mmh, et en même temps faire confiance que ce qui doit se passer se passera. mmh et j'ai juste envie de rajouter un petit truc, c'est de faire confiance aussi, juste comme tu disais, à sa boussole intérieure et à ce que son corps peut nous envoyer comme signe. Parce que je sais que, du coup, j'avais très envie de faire de l'ayahuasca parce que c'est, un peu, celle dont on parle le plus comme plante. Mais en fait, j'ai eu un message qu'il fallait absolument pas que je le fasse parce que j'avais regardé, en fait, justement pour, pouvoir en faire et j'ai vu qu'on faisait des cérémonies en France ou en Suisse et j'ai eu le message que non, il fallait absolument pas que j'en fasse parce que c'était hyper dangereux pour moi et il Mmh. faut bien se renseigner quand on veut faire des expériences comme ça, je pense. Les laisser venir à soi et je pense que quand elles viennent à soi de manière organique, il y a peut-être moins de danger ou en tout cas, je pense que c'est important de vraiment passer ça par son filtre intérieur, par son prisme, par son cœur et voir, faire un petit scan et voir si c'est vraiment approprié pour nous. Parce que, c'est pas comme si tu prends de l'arnica, en fait. Ou si tu bois du thé. Et C'est vraiment, des choses puissantes et différentes. est-ce que tu sais pourquoi ça te disait que ce n'était pas pour toi? Est-ce Parce que tu as que pu je supporterais pas, en fait. d'accord. Voilà, ça, un peu la mort à la clé de ça, si tu veux, parce que ça arrive parfois avec l'ayahuasca de pas supporter ça, de faire, des Hem, réactions, alors parce que bon, pour, ouais. oui, alors de ce que je peux partager par rapport à Mmh mh. ça, parce que voilà, je vraiment là en ce moment, je suis à fond Ouais. à lire et à m'intéresser beaucoup à tout ça. Les cas de décès qui ont été, dus à l'ayahuasca ont été des cas si c'était enfin si les personnes prenaient des Mmh. mélanges avec d'autres médicaments, d'autres plantes, d'autres drogues, Ouais. hem, où ça a fait des réactions, enfin souvent avec des antidépresseurs ou des médicaments pour le Mmh. cœur ou des choses comme ça, D'où ou l'importance de faire une des diète avant. ou des cérémonies Mmh. qui étaient, pas menées par les bonnes personnes et enfin voilà, c'est cru à dire, mais la plupart des décès sont des gens qui se sont, étouffés dans leur vomi, Ouais. heu, au moment de la purge. Mais c juste, enfin voilà, Non, non, mais sans bien sûr, hein, chercher à tu as raison de préciser ça, hein. Moi, c'est ma guidance personnelle qui m'a indiqué que, mmh c'était trop dangereux pour moi de le faire, mais c'est pas pour ça que ouais, ouais, ouais. c'est le cas de tout le monde. Mmh. Mmh mh. Savoir s'entourer des bonnes Et ce que personnes je avec trouve intéressant, discernement et hem
ce que je trouve intéressant par rapport à ce que tu disais que ça pourrait mener à la mort, c'est que beaucoup de descriptions d'ayahuasca sont justement Ouais. de passer par la mort et d'une renaissance. Mm. Euh, mais, euh, mais non, mais c'est oui, c'est intéressant, toi, que tu aies eu vraiment ce message de non. Et c'est pour ça que je te disais, mais pourquoi et qu'est-ce qu'il y a à creuser Ouais, ouais. derrière? Parce que je pense que euh, te connaissant, tu n'aurais pas été quelque part sans te renseigner, tu n'aurais pas Oui, été, bien je sais pas, sûr. Mm. charlatan et tu n'aurais pas mélangé avec d'autres choses. Donc, quel est le message encore plus intrinsèque que... Ouais. Et puis, je pense que le message aussi qui est venu avec, c'était que j'ai pas forcément besoin de prendre des psychédéliques, justement, parce qu'on peut Mhm, atteindre des états un petit peu similaires et sans plante, en fait. Et parfois, on n'en a mhm. pas besoin. Même, enfin, voilà, c'est un truc personnel, encore une fois, qui n'est pas le cas pour tout le monde. C'est pas une généralité, mais c'est vrai que Mhm. parfois, on n'a pas forcément besoin d'aide extérieure, si on peut dire ça comme ça. Il y a une psychothérapeute, je pense, qui s'appelle Maud Séjournement, qui a écrit un livre aussi sur son travail avec l'ayahuasca. Elle a ouvert Ouais, une clinique au Pérou, je sais plus, je sais qu'avec le Covid, ça a été un petit peu compliqué. ok, Et en fait, je trouve ça très intéressant parce que elle travaille justement avec des chamans et avec des psychothérapeutes. ok. Parce que beaucoup de gens ont pu prendre de l'ayahuasca et se retrouver ensuite livrés à eux-mêmes quand ils sont revenus en France et Ouais, ils ont eu ce bouleversement, ces changements dans leur vie. Et elle propose donc un accompagnement avant pour être sûr que la personne peut ouais, faire ensuite le travail avec l'ayahuasca. Pendant sur place, il y a des psys et il y a un suivi après ouais. euh, pour le retour en France. Et je trouve que c'est voilà, C'est nous, important. en tant que nous, occidentaux français, on n'a pas la même culture et voilà, on ne vit pas de la même façon que des gens qui sont dans des pays où ils ont l'ayahuasca dans leur culture et à travers leur famille et les Mm. réunions de village depuis toujours. Et même si ça peut être une expérience incroyable et enrichissante et bénéfique au moment où on le fait, effectivement, quand on est ensuite repropulsé dans notre vie française et dans notre Ouais. quotidien, eh ben on peut se retrouver déboussolé par ça. Donc je trouve qu'il y a de plus en plus de choses qui sont faites pour accompagner, parce que comme tu dis, c'est pas fait pour tout le monde, tout Ouais, simplement. c'est pas de la gnognotte, on s'en rend pas compte parce qu'on est, en tout cas, j'ai l'impression qu'en tant qu'Européens ou Occidentaux, on est vraiment déconnecté de la nature et de ses pouvoirs et du coup, on se rend pas forcément compte de la puissance qu'il peut y avoir derrière une simple plante ou un Mm, simple mélange de plantes. tout à fait, tout à fait. Alors du coup, maintenant, on a quand même pas mal parlé du chamanisme et des plantes médecines et c'est super intéressant. Mais moi, j'aimerais bien savoir quelles sont en fait les pratiques que tu as, toi, au quotidien ou en tout cas dans ta vie, pas forcément au quotidien, mais des choses que tu vas faire pour te connecter. Moi, j'aime bien appeler ça le divin parce qu'en fait, du coup, ça englobe un peu tout. Ça peut être Dieu, ça peut être Mhm, l'univers, tes guides, ton higher self, peu importe comment tu appelles ça, une force un peu supérieure à mhm. nous. Euh, ben, vraiment, le yoga reste mon premier amour pour Ouais. l'instant. Puis je pense toujours, hein. Donc, c'est la seule pratique où j'ai vraiment réussi à avoir cette régularité et je pense qu'elle m'est nécessaire tous les matins. Je pratique un petit peu de yoga. Ça va pas être, voilà, je peux manquer un ou deux jours, Ouais. voilà, c'est pas strict, mais commencer ma journée de cette façon va mettre un petit peu la couleur à ma Mmh. journée et ça m'aide à avoir voilà, une discipline en tout cas, Ouais. euh, qui va ensuite m'inspirer à d'autres disciplines qui vont changer avec les saisons, j'ai envie de dire. Euh, donc, je sais que la méditation, ça va être quelque chose pour moi de plus difficile, alors que ça me fait énormément de bien. Ouais. Mais finalement, on se rend compte aussi qu'il y a tellement de formes de méditation différentes. euh, et, et le son, ma reconnexion avec la musique et le son vont être une forme de méditation. Mais Euh, tu penses pas que, par exemple, quand tu fais des salutations au soleil, tu fais pas une forme de méditation? je, alors, ça va dépendre des moments parce que je pense que le fait que ça soit devenu un petit peu
Non, je vais pas avoir forcément OK. toujours cette connexion à moi. Ça va être enfin si, ça va être un moment à moi, mais je vais pas avoir même, la même connexion. Je sais pas Mmh. comment expliquer. Ouais, Hem, ça va être vraiment c'est des ouais. choses qui En vont être fait, différentes je dans te ma demande pratique. parce que je sais que moi, quand je fais ou quand j'ai fait beaucoup de salutations, donc 108 ou Mmh. 54, enfin voilà. Je trouve que c'est vraiment une forme de méditation en mouvement parce qu'on se Oui. concentre juste sur le nombre de répétitions et c'est sûr que c'est pas forcément comme une méditation où tu vas essayer de te connecter à tes guides, mais Mmh. ça fait quand même vraiment le vide dans la tête. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais alors ma pratique, matinale, ça va pas être effectivement, enfin, Oui, ça va pas être, les c'est 104 plus feel good. salutations. Ça va être, plus vraiment, pour le coup, me connecter à mon corps. Qu'est-ce que je Ouais, sens que j'ai besoin de créer de l'espace, à quel endroit, le souffle et puis, enfin, voilà, vraiment me connecter à mettre mon corps en mouvement pour la journée, ouais. hem, pour que les choses se passent mieux à l'intérieur et à l'extérieur. Donc ça va être plutôt cette façon-là. Dans mes pratiques personnelles, oui, le son est quelque chose de maintenant quotidien sans même que je m'en rende compte. Mais maintenant, comme j'ai mes instruments un petit peu partout, hem, là, par exemple, hier soir, j'arrivais pas à m'endormir. Bon, ben, je me suis levée, j'étais chercher un bol et puis, j'étais dans mon lit avec mon bol sur ma poitrine, à le faire sonner, à ressentir, ce genre de choses. J'écoute beaucoup aussi ce qu'on appelle des bruits blancs, Mmh. hem, pour m'aider à me détendre. Et et ben, par rapport justement à cette connexion avec la terre, j'ai commencé ce rituel aussi au Guatemala de d'avoir ce moment de gratitude. Bon, j'ai des moments de gratitude à la fin de mes pratiques de yoga en Ouais. général, mais la gratitude est quelque chose qui fait énormément partie de ma vie et ça paraît simple dit comme ça, hein, la gratitude fait partie de ma vie. Je pense qu'on oublie parfois juste d'ouvrir les yeux et de se rendre compte à quel point, il y a des belles choses qui nous arrivent. C'est facile à Mmh. dire pour moi, je pense que j'ai une vie privilégiée par rapport à de nombreuses personnes, mais justement, parce que je pense que j'ai une vie privilégiée par rapport à de nombreuses personnes, c'est important de le faire résonner en moi et autour de moi Et je et voudrais juste quand même dire un truc, c'est que tu as peut-être une vie privilégiée par rapport à d'autres personnes, mais c'est aussi des choix que tu fais tout à fait. pour Ah que oui, alors là, tu je mènes suis cette d'accord vie-là. à 100. Je suis d'accord à 100. Mais effectivement, par exemple, hem, là, par rapport à mes voyages et par rapport au mode de vie que je mène, mes finances sont dans le rouge, Mmh. par rapport à d'autres personnes qui ont une stabilité financière ou une stabilité, simplement d'avoir une maison, d'avoir, un entourage, stable. Ce sont des choses qui parfois me manquent où je vais, pas me plaindre, mais en tout cas avoir, recherché un petit peu que les gens me consolent, pas me consolent, mais, Mmh. me comprennent ou en tout cas me soutiennent de ce côté-là. Mais quand je réfléchis, c'est les choix que j'ai faits et donc j'ai décidé de, peut-être avoir, moins de stabilité de ce côté-là de ma vie. Mais à côté de ça, je suis tellement émerveillée par les choses autour de moi, par la qualité de vie que je C'est peux ce que avoir j'allais au dire. Tu as une quotidien. vie plus riche, en fait, C'est ça, plus riche exactement et d'expériences et de plein d'abondance, en fait. c'est ça, c'est ça. Ma vie est, quand même en tout cas me remplit de ce dont Mmh. j'ai besoin et ce dont j'ai besoin en ce moment, c'est ça, c'est ce que je peux voir en face de moi qui m'émeut, pardon, tellement c'est beau et là je suis, chez mes parents et si tu veux, je te parle en regardant la mer et il fait beau, il fait chaud. Moi, j'ai Mmh. besoin de cette chaleur et je vois du vert partout et j'ai besoin de ça. Je pourrais plus vivre autrement. Hem et j'ai besoin d'avoir du temps pour ma pratique spirituelle, pour me remplir de l'intérieur et pour lire et pour apprendre et pour Mmh. partager hem, donc voilà, je suis très reconnaissante envers ça et donc maintenant ce que j'ai introduit quotidiennement, c'est au moins un repas par jour, si ce n'est tous les repas, si c'est possible. Prendre le temps aussi d'être reconnaissante pour ce que je vais avoir dans mon Mmh. assiette et quand je le fais, j'aime bien prendre le temps de m'enraciner. Mmh. Hem, de poser mes 2 pieds bien à plat dans le sol, d'imaginer que moi aussi j'ai des racines qui peuvent, puiser des nutriments dans la terre
me sentir alignée avec en fait toutes les énergies Ouais. autour, avec le reste de l'univers et regarder ce que j'ai dans mon bol, mon assiette et imaginer aussi justement, par exemple, bon, étant végétarienne, j'ai très souvent des fruits et des légumes dans mon assiette et donc voir le produit à l'état où je vais pour le manger dans mon assiette et puis l'imaginer aussi quand il est dans un champ ou dans un arbre, d'où il vient, juste pour me rappeler d'où ça vient et donc prendre le temps de, remercier l'abondance de la nature pour tous les Mmh. incroyables fruits et légumes et aliments qu'elle nous offre, parce que c'est beau, c'est coloré, c'est Ouais. bon, ça nous apporte plein de choses, des bonnes choses, mais aussi du plaisir gustatif. Et puis prendre aussi le temps de remercier éventuellement d'où ça vient. Si je suis au restaurant, de remercier les personnes qui vont être en cuisine, qui vont me l'avoir, préparé. Là, l'autre jour, je mangeais une pêche et c'était mon papa qui me l'avait acheté, donc je vais penser envoyer une pensée à mon papa parce que être, reconnaissante envers mon papa qui me l'a acheté. Ou, si, c'est moi qui l'ai acheté, mais au Nicaragua où je vis, la petite, boutique de fruits et légumes, je vais être reconnaissante envers, la vendeuse parce que c'est elle qui a décidé de l'avoir. On peut pas faire ensuite enfin, on pourrait, mais genre, je vais pas retracer absolument toutes les personnes qui ont été Oui. sur le chemin de cet aliment, mais en tout Mmh. cas, quelqu'un à qui j'ai envie d'envoyer un petit peu de reconnaissance et au fin me remercier moi parce que comme tu dis, c'est moi qui ai décidé de manger Ouais. ce que je vais manger à cet instant. C'est moi qui ai décidé de cette assiette et et je fais partie de ce processus de faire du bien à mon corps et de faire du bien, à mon plaisir gustatif. Hem et je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place donc depuis quelques mois et que j'ai envie de partager parce que c'est très simple, et ça m'apporte un Ouais. sentiment de joie intense. Quand je prends ce moment, je me sens, mais voilà, encore une fois, chanceuse de me dire: «Mais c'est si simple, mais c'est si incroyable». Mmh. Et puis ça Hem, doit augmenter aussi un peu la vibration ou en tout cas, tu peux également poser l'intention que ça va te nourrir encore plus, d'une manière encore plus profonde et t'apporter exactement les nutriments dont tu as besoin, par exemple et et puis ça te pousse aussi à avoir une alimentation plus saine. Enfin, je pense que je ouais, plus en repenserais pas à conscience. faire Mmh. ça si je mangeais au McDo. Je mange pas au McDo, mais j'aurais peut-être moins l'idée de se dire, «OK, alors ce pain vient d'où vient ce pain? Les fruits, les pommes de terre, mince», enfin, tu vois? Ouais. Là, je sais que le le fait de me nourrir de façon, la plus saine possible et non, pas forcément la plus saine possible parce que Mmh. j'aime bien aussi, manger des choses très gourmandes, mais mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui pour moi me reconnecte vraiment profondément, en tout cas à la terre, à l'abondance de notre planète et je pense que oui, c'est ce sentiment, cette vibration de la gratitude est un pouvoir incroyable qu'on a tous en nous. Parce que c'est pas très difficile à entretenir. Ça peut être une pratique à cultiver. J'ai commencé par, écrire, 5 gratitudes tous les jours dans un Mmh. carnet quand j'ai commencé à travailler la gratitude. Mais ensuite, c'est quelque chose qui va te procurer à toi-même un sentiment de bien-être et c'est quelque chose qui va vibrer à l'extérieur de toi aussi, que tu vas partager et que sans même t'en rendre compte et le savoir, les gens vont ressentir aussi. Et ouais, c'est peut-être une de mes formes de spiritualité, qui que je sens la plus forte en moi Ouais. et et pour finir peut-être là-dessus, justement dans un de mes éveils spirituels, marquants, c'était en septembre 2020. Ouais. J'ai fait un soin énergétique avec une amie maintenant. C'est la première fois que je l'ai rencontrée à ce moment-là. On s'est connus par les réseaux sociaux Mmh. et on avait un parcours assez similaire, hem et on continue de travailler ensemble. On va proposer là début septembre, un cercle de chant et elle m'a fait un soin énergétique avec des pierres, elle a pratiqué le reiki, enfin, elle fait, les choses, à sa façon, aussi qui sont très propres et ça a été très beau et très puissant et à ce moment-là, j'ai eu comme je me suis vue comme si j'étais, un canal ou comme si j'étais un tube en cristal Ouais. ou en verre transparent qui faisait passer, cette énergie d'amour et de lumière et en fait, ça a été ce message-là, à ce moment-là, qui est, un petit peu, tu sais, le grand why ou Ouais. c'est que, le plus simplement que je pourrais me décrire et je sais que des fois quand j'en parle, j'ai l'impression de me dire: «Pour qui je me prends de dire ça?» mais ça serait, que je suis un canal
d'amour et de lumière et qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus. C'est que j'ai envie je reçois toutes ces choses lumineuses et qui font du bien et qui peuvent réconforter et que juste je les reçois et je les transmets. Hem Et voilà, c'est pas, c'est pas quelque chose auquel je pense tous les jours ou quoi que ce soit, mais je sais que c'est quelque chose qui va être, possible pour moi, enfin, quand je vais me reconnecter à mon cœur et à ce sentiment de gratitude et ben, je sens, voilà, qu'il y a cette connexion entre, mon cœur et moi et qui je suis et quelque chose que je ne peux pas expliquer et qu'il suffit juste de me laisser traverser pour que ça vibre à l'extérieur de moi et que je puisse juste le partager. Enfin, voilà, vraiment, en fait, sans plus de prétention, mais les choses peuvent passer à travers moi pour, voilà, pour apporter un petit peu plus de joie et d'amour et de lumière et de Et donc du coup, je trouve que c'est super intéressant, d'avoir cette vision-là et je trouve ça intéressant aussi que nos égos, quand on partage ce genre de choses, aient tout de suite envie de dire: «Non mais je me prends pas pour», enfin tu vois? Pas de minimiser les choses, mais peut-être de les expliquer ou enfin je sais pas, je trouve que c'est intéressant qu'on se dise, ce genre de choses quand on partage ça parce que mmh, c'est pas explicable en fait. On sait qu'on a des choses à offrir et à partager mmh, et hem et ça peut être notre pourquoi, sans qu'on ait forcément à savoir ou à chercher pourquoi c'est notre pourquoi. mmh mh, mmh. Mais c'est vrai que ça explique du coup, ensuite ce que je vais transmettre de façon plus concrète à travers les cours de yoga Ouais. ou les soins, en sonothérapie et bien, il y a plein de fois où le yoga, il y a l'amour du partage qui est là et je pense qu'il se ressent et cette connexion que je peux Mmh. avoir avec mes élèves. Mais la sonothérapie, c'est vrai que les premiers soins que j'ai pu, donner à des personnes, c'était comme si moi-même j'étais dans cet état de conscience modifié que je ne savais pas vraiment, enfin et c'est toujours comme ça, je ne sais pas ce qui se passe vraiment, juste je suis comme guidée et ça a des effets sur les personnes Mmh. qui dépassent, ce à quoi je peux m'attendre en fait. Juste, voilà, c'est vraiment ça, c'est me laisser traverser par, quelque chose qui va me guider sans que j'ai vraiment à réfléchir. C'est vraiment comme quand tu fais du reiki aussi. Pour moi, je pense, je mets mon cerveau sur off et je laisse les choses venir Ouais. et se faire et ensuite les résultats sur les gens me surprennent moi-même parce que je Mmh. j'ai pas cherché à faire quelque Ouais. chose, j'ai laissé faire. Ouais, tu t'es laissé traverser, en fait C'est ça. et du coup, est-ce que tu as envie de nous partager un petit peu ce qu'il y a dans ta boîte, à outils, dans ta boîte à magie? Hem, Parce que tu nous en as dit quand même pas mal, mais si tu veux, tu peux, comme faire un résumé et en mmh ajouter s'il y en a d'autres. Je suis toujours en train de chercher justement, quels outils je veux garder et OK. quels outils, voilà, je suis, bon le yoga, pour moi ça a été, et c'est toujours et je pense que ça va au-delà de la spiritualité parce qu'il y a un rapport avec le corps qui est très important et qui me tient à cœur. Hem et je pense que ça peut toucher un plus grand nombre de personnes. Hem, Mmh. En tout cas, voilà, que ça peut faire du bien, peu importe si les gens ont une spiritualité à côté, voilà, ça va apporter quelque chose à même des gens très sceptiques qui vont juste vouloir Ouais. travailler sur leur corps. Donc le yoga, c'est sûr que ça restera quelque chose de primordial et hem, au centre de ce que je vais proposer. Le son, c'est quelque chose que je suis en train d'explorer de plus en plus et Mmh. les chants parce que c'est pareil quand on est dans un groupe de personnes, dans un kirtan où les gens chantent ensemble, il se passe quelque chose, une Mmh. connexion aussi qui va au-delà de ce qu'on peut expliquer, au-delà des mots et au-delà enfin même si c'est des inconnus, il y a une vibration en fait qui s'unit et des émotions, voilà. En tout cas pour moi, ça m'apporte aussi tellement de bien-être et les gens ressortent de là aussi comme Ouais. plein. Donc je pense que tout ce qui est autour du son et là mon objectif principal en ce moment, c'est justement comment utiliser tous ces petits outils, tous ces grands outils, ces incroyables outils, hem, pour amener les gens à se reconnecter à la planète. J'ai l'impression que la ma ligne directrice, ou en tout cas, une partie de ma ligne directrice va être, d'ouvrir les yeux aux gens sur la nécessité de sauver la planète, de voilà, l'écologie, ça fait partie quelque chose
qui me tient très à cœur et j'ai trouvé que cette ouverture à l'extérieur et en même temps creuser au fond de soi pour voir ce qu'on a vraiment dans notre cœur et faire confiance en la vie et s'ouvrir au beau et à cette émotion d'admiration. Je me dis que quand on a tout ça dans sa vie et ben, comment on ne peut pas faire plus attention à la planète sur laquelle on vit, qui nous offre, qui nous permet de vivre tout ça, en fait. De la même façon qu'à chaque fin de cours de yoga, je demande aux gens de se connecter à leur corps et d'être reconnaissants envers Mmh. leur corps pour toute la magie de notre corps. Ouais. Je me dis que quand on réalise à quel point on vit sur une planète magnifique, incroyable et magique, on peut que avoir envie de la protéger et de faire ce qu'il y a de mieux pour elle. Et donc je pense que ça va être ça un petit peu là, comment faire que les gens s'ouvrent plus à l'extérieur et en même temps se connectent plus à leur corps pour réaliser que tout est interconnecté, qu'on Ouais. fait tous partie d'un grand tout et qu'on a besoin de s'aimer les uns les autres et d'aimer notre planète et de faire en sorte que de trouver cette harmonie en fait, pour protéger notre maison et ce qui nous Mmh. apporte la nourriture et ce qui nous apporte le fait qu'on peut vivre, nos vies, peu importe le style de vie qu'on a, mais juste Ouais. le fait d'être vivant. Le fait d'être vivant, c'est déjà quelque chose d'incroyable et il faut en tirer le meilleur de cette vie qu'on a en ce moment donc voilà. Voilà. Et du coup, est-ce que tu veux présenter un petit peu ce que tu proposes en ce moment ou ce que tu comptes proposer bientôt peut-être? Oui, Si jamais hem on a envie de travailler avec toi après, t'avoir entendu mmh partager tout ça? alors je suis encore en transition puisque là je suis Ouais, en France, mais dans 3 semaines je repars au Nicaragua. J'ai vraiment envie de continuer à enseigner aussi en français donc ouais, hem, je donne des cours en ligne là-bas. Pour l'instant, je donne des cours individuels. Je ne sais pas si je vais ouvrir des créneaux de cours, en groupe, mais c'est quelque chose qui me tente très bien. Je ne l'avais pas fait pendant mon dernier voyage parce que je n'étais pas assez stable, ouais, mais là, maintenant que je vais avoir une stabilité, sur du long terme, voilà, j'aimerais bien relancer les cours en groupe. Hem, je réfléchis à est-ce que c'est intéressant ou pas de proposer des cérémonies de cacao en ligne pour pouvoir aussi en fait, c'est ça, là, c'est que je vais être au Nicaragua, mais j'ai envie de continuer à travailler avec la France, donc je vais voir si ça peut être intéressant, en tout cas, de partager un petit peu plus de la médecine du cacao, ouais. de façon simple et accessible aux gens. J'ai eu des demandes de personnes qui me demandaient si je ferais pas des cérémonies en ligne, donc je suis en train de Ouais. réfléchir à ça, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et puis je travaille depuis plusieurs mois sur un petit programme que j'ai envie, Ouais, de proposer justement pour partager plus de ma spiritualité et de mes rituels sur comment s'approprier sa spiritualité et voir quelque chose qui nous est propre, où je vais justement parler plus des petites choses qu'on peut faire quand on est en nature ou bien justement de ce que je racontais un petit peu sur, au moment des repas, ce sentiment de gratitude et de reconnaissance. Donc voilà, ça c'est, à suivre et puis le mieux, c'est de me suivre en fait sur mes réseaux sociaux ouais, et j'ai une newsletter aussi que j'ai commencé il y a quelques mois. Vous pouvez trouver le lien pour vous abonner depuis mes réseaux sociaux. Je travaille ouais. sur plein de choses en ce moment, mais c'est en train de se mettre, voilà, ça va arriver bientôt, c'est en train de se mettre petit à petit, en forme. J'ai beaucoup, beaucoup de matériel. J'ai enregistré énormément de sons pendant tous mes voyages, des sons de forêt, des sons de nature, des sons de la vie là-bas et je pense que j'ai très envie de proposer, des audios, Ouais, de voyages sonores avec, mes instruments, mais aussi de son nature par des immersions sonores, en fait. Donc ça viendra aussi petit à petit. Le mieux, c'est de rester, ouais. au courant, via Instagram et la newsletter. C'est là où je partagerai toute la suite. Je mettrai tous tes liens aussi, dans la description, du podcast, si jamais c'est plus Mmh. simple. Parfait. Et puis Ouais. et puis voilà, est-ce que tu as, des derniers mots ou je vais te poser cette question que, je pose à tout le monde, que je trouve,
hyper intéressante. Si tu avais un conseil pour toi, plus jeune, que ce soit durant un éveil spirituel ou une période difficile, qu'est-ce que ce serait? Mmh. Mais c'est marrant que tu parles de ça parce que justement, quand j'ai fait ma première cérémonie avec, les champignons, le moment difficile que j'ai pu avoir, enfin le début d'un shadow work que j'ai dû faire, c'est que, comme je t'ai dit, j'ai fait une dépression quand j'avais une vingtaine Ouais, d'années et quand je me retourne un petit peu sur mon passé, j'ai toujours je vois cette période comme ayant été la période la plus difficile de ma vie et ça a un petit peu effacé tout ce que j'ai pu vivre avant et OK. j'ai eu tendance à oublier aussi donc en fait, c'est ça, c'est que j'ai beaucoup travaillé sur cette période de ma vie, sur comment guérir cette période de ma vie et c'est un petit peu comme si j'avais mis, sous le tapis d'autres choses plus difficiles que j'avais pu, vivre avant et donc pendant cette cérémonie, c'est comme si la moi d'aujourd'hui a pu aller voir, la moi adolescente, en tout cas lycéenne. Ouais. J'ai vraiment je me suis vue, c'était comme, si, je sais pas comment marche le temps, hein, je pense pas que le temps soit linéaire, mais en tout cas, j'aime bien l'image du temps en spirale et voilà, j'étais à ce moment-là, j'étais gothique quand j'étais au lycée, j'ai pu me voir et être là et aller voir, bah, cette jeune ado qui était un petit peu, perdue et déboussolée, qui se sentait seule et un petit peu, je pense, dans une pré-dépression, quoi, cet état dépressif, Mmh. qui était déjà sous-jacent Ouais. et lui dire, «Tu n'as pas idée de ce qui t'attend». Tu n'as même pas en fait, tu ne peux même imaginer, c'est encore tu sais, tu es dans ta vie de lycéenne et tu vas t'ouvrir et découvrir des choses incroyables et c'était en tout cas, oui, peut-être pour toutes les périodes de ma vie, si je pouvais, revenir, ça serait dire: «Ne te limite pas. Mmh. Ne te limite pas à ce que tu connais ou à ce que tu crois savoir ou à ce qu'on t'a appris ou à ce qu'on t'a dit. Les possibilités sont infinies et chaque étape, enfin, je veux dire, la vie nous propose tellement, tellement, tellement de choses. Là, je pense qu'il y a un an, tu m'aurais dit que j'allais repartir au Nicaragua pour vivre là-bas. Je non, je j'aurais jamais imaginé ça. Enfin, tout change tout le temps. Les choses se passent pas comme on les prévoit forcément, mais c'est toujours plein de propositions, hem, à suivre ou pas, mais je sais pas. En tout cas, fais confiance à la vie, ouais, je dirais, fais confiance en la vie, fais-toi confiance. Il y a ton cœur est bon, ton cœur est à la bonne place et il suffit de lever les yeux un petit peu plus au ciel et de voir que c'est beau autour et que si on se concentre plus sur ce qui est beau et ce qui marche que ce qui ne marche pas, bah, on va être attiré par ce qui est beau et ce qui marche et en fait, voilà, il faut se laisser guider par ce qui nous apporte de la joie. Ouais, se laisser guider par ce qui nous apporte de Ouais, la joie. c'est chouette. Un très bon conseil, je trouve. Et voilà, est-ce que tu as une dernière chose à partager, peut-être, qui est sur ton cœur, que tu te sens appelée, à partager? Et ben, Ou un conseil pour, ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent? mmh bah, ça, en fait, je pense que ça serait ça, de se dire Ouais. qu'il faut réussir à retrouver, cette confiance en soi, qu'on a beaucoup de réponses à l'intérieur, Mmh mh. que, mmh, Ouais. qu'il y a quelque chose au fond de nous qui sait et en quel il faut faire confiance. Hem, je dis pas que l'intuition fait tout, il faut faire marcher son cerveau aussi, il faut enfin voilà, il y a plein d'apprentissages et heu, des choses qui ont été prouvées, démontrées, il faut pas être naïf du tout. Il faut voilà, il faut faire attention de ne pas être naïf. Il faut toujours faire marcher, Ouais. son esprit critique mais se laisser guider par la curiosité, en fait, dans un grand panel. La curiosité qui va nous attirer à vouloir expérimenter des choses et la curiosité de se dire: «OK, je veux expérimenter ça, mais d'où ça vient? Pourquoi c'est là? Voilà, d'où ça vient? Qu'est-ce que Mmh. c'est?» Pour rester quand même, prudente sur certaines choses. Hem, mais donc en partant de là, avec cette curiosité aussi de comprendre et de se renseigner sur les choses pour ne pas faire n'importe quoi et croire n'importe quoi, se faire confiance vraiment, sur notre guide intérieur parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Ouais. Heu, ouais, juste, se connecter à soi et
et je pense que ça se travaille, voilà, voir qu'est-ce qui vibre. C'est pas inné, c'est en essayant, en se trompant, en se disant, «Ah ben là, je sens ça comme ça, peut-être que ça veut dire ça». Quand je suis partie au Costa Rica la deuxième fois pour ce volontariat qui s'est très mal passé, il se passait quelque chose à l'intérieur de moi et je me suis dit: Mmh. «Ou bien ça va être extraordinaire, ou bien ça va être horrible». Parce que j'arrivais pas à savoir vraiment, mais je sentais et je me suis dit: «Voilà, ou bien, là, ce qui se passe, c'est que, ça va être une sortie de zone de confort qui va amener à quelque chose Ouais. de très, très chouette, ou bien là, ce qui se passe, je sais que je le sens pas». Et j'arrivais pas vraiment à savoir de quel côté était le curseur. J'y étais, j'ai essayé, c'était le curseur de ça va pas, fallait Mmh. pas y aller, mais j'ai rien perdu en y allant. J'ai essayé, j'aurais pas été, je me serais toujours demandé, je me suis pas mis en danger, j'ai passé une nuit là-bas, je me suis réveillée le matin, je me suis dit: «Non, OK, c'était pas pour moi». Ça m'a permis de découvrir, la côte caraïbe du Costa Rica, enfin, il y a des façons de rebondir. Donc mais voilà, là, je me suis dit: «Ah ben, du coup, ce sentiment que j'avais, c'était plutôt de: "C'est pas pour toi, faut pas y Mmh. aller"». Peut-être que j'aurais appris de ça et je le saurais mieux pour la prochaine fois. C'est ça. Donc ça se travaille. Encore une fois, tout ce qui est apprentissage de soi, c'est tellement Mmh. passionnant et intéressant qu'on n'a jamais fini d'apprendre et c'est ça qui est chouette aussi. Tout à fait. Mmh mh. En tout cas, merci beaucoup pour ce temps que tu as passé avec nous. C'était vraiment, je Merci à pense, une toi. discussion, enrichissante et qui va pouvoir aider sur plein d'aspects différents, en fait et voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Je suis tellement contente aussi d'avoir fait ta connaissance, d'avoir rencontré, Mmh. heu, de tout ce qui peut nous unir et ouais, c'est très, très chouette. Je suis ravie en tout cas de pouvoir participer à ton beau projet, ce chouette podcast. Ah, merci beaucoup, ça me touche. Et voilà, notre épisode avec Émilie se conclut. J'espère que vous aurez pu avoir et recevoir tout ce qui vous était destiné et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Awakening Stories. En attendant, prenez soin de vous, connectez-vous à la nature et à bientôt.